Le jardinier m'a offert une mangue, et ma vie n'a plus jamais été la même. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Le soleil s'était levé plus tôt que moi ce matin-là, et la maison était encore silencieuse. Mon mari était déjà parti pour une de ses interminables réunions à Accra, laissant derrière lui l'odeur de son parfum et le bruit sourd de ses clés sur la table de l'entrée. Je vivais dans cette grande maison blanche depuis 8 ans, 3 chambres, un salon trop vaste, des murs pleins de silence, et un jardin que je ne regardais presque plus, un jardin pourtant magnifique, entretenu chaque jour par des mains que je n'avais jamais vraiment observées jusqu'à ce matin-là. J'étais descendue plus tôt que d'habitude, une envie d'air, de lumière peut-être, quelque chose d'indéfinissable me poussait à sortir. Je portais encore ma robe de nuit, une soie noire que j'avais reçue comme cadeau de mariage, maintenant légèrement usée, mais douce sur la peau. C'est là que je l'ai vu. Il était accroupi sous le manguier, torse nu malgré le soleil déjà haut, un pagne noué autour de la taille et une machette posée près de ses sandales. Je crois qu'il m'a entendu avant de me voir, car il s'est retourné lentement, avec un de ces regards qui n'est pas un regard, qui vous observe sans vous juger, sans hâte, sans honte. « Bonjour madame », a-t-il souri, et je ne sais pas pourquoi ce sourire-là, à cet instant précis, m'a coupé le souffle. Il a tendu la main et dans sa paume, une mangue parfaite, jaune, gonflée de soleil, comme sortie d'un rêve. « Elle est tombée toute seule, elle est pour vous. » Je n'ai rien répondu tout de suite, j'ai simplement regardé cette mangue comme on regarde une question sans réponse. Puis je l'ai prise. Ce n'était pas la première mangue qu'on m'offrait, bien sûr, mais celle-là, elle avait une autre chaleur, une autre histoire peut-être. Je suis rentrée avec la mangue dans la main, comme une enfant qui vient de recevoir un secret, et je me suis assise dans la cuisine. Pendant quelques minutes, je l'ai observée sous la lumière. J'aurais pu la poser dans la corbeille avec les autres, l'oublier, mais je l'ai pelée lentement et j'ai mordu dedans. Le goût m'a surprise, pas seulement parce qu'il était sucré, mais parce qu'il était vivant, comme si la mangue me réveillait. Je n'ai pas terminé cette mangue, je l'ai laissée là, à moitié mangée, sur une soucoupe blanche. Le jus avait glissé le long de mes doigts, collant à ma peau, me ramenant à une sensation que je ne parvenais pas à nommer, un souvenir ancien peut-être, une promesse de chaleur, de tendresse, quelque chose d'enfoui depuis des années sous les habitudes, les horaires, les sourires polis du mariage. Je suis restée longtemps dans cette cuisine, les coudes posés sur la table, les yeux perdus dans la lumière du matin. Il faisait déjà chaud, mais j'avais des frissons. C'est ridicule, je le sais. On pourrait croire que je parle d'un miracle, alors qu'il ne s'agit que d'un fruit tombé d'un arbre, offert par un homme qui travaille dans notre jardin depuis plus d'1 an. Mais c'est là que réside le trouble, il travaillait là depuis plus d'1 an et je ne l'avais jamais vu, pas vraiment. Je connaissais son prénom, Cabna, simplement parce qu'il figurait sur les fiches que mon mari recevait du gestionnaire. Cabna, 28 ans, né à Haut, ancien apprenti dans une exploitation agricole de la Volta. Une ligne, quelques chiffres, un nom, rien de plus. Mais ce matin-là, sous le manguier, il était autre chose, il était présence. Pendant les jours qui ont suivi, je me suis surprise à sortir plus souvent dans le jardin. Au début, je prétendais vouloir inspecter les fleurs, vérifier les haies, admirer les hibiscus que je n'avais jamais regardés de près, puis j'ai cessé de prétendre. Je sortais simplement, comme on sort respirer. Je marchais pieds nus sur les dalles tièdes, robe de lin ample, parfois un livre à la main, parfois un silence. Je m'asseyais sur le banc près du citronnier et je l'observais. Il ne disait presque rien, il hochait la tête quand il me voyait, parfois un « bonjour madame », toujours accompagné de ce demi-sourire. Il portait une chemise ouverte, ou pas de chemise du tout, ses bras étaient solides, ses gestes précis. Il travaillait avec lenteur et fermeté, et surtout, il semblait toujours présent à ce qu'il faisait. Moi, je ne l'étais plus depuis longtemps, présente ni à moi, ni à mon mari, ni à mes jours. Un matin, une semaine après la mangue, il m'a demandé si je voulais goûter l'eau de coco. Je ne savais même pas qu'il y avait d'un cocotier au fond du jardin. Il m'a fait signe de le suivre. J'ai hésité, j'ai regardé mes pieds nus, mon peignoir de coton, puis j'ai haussé les épaules. Je l'ai suivi. Le cocotier était jeune, mais solide. Il a grimpé avec une aisance qui m'a fait sourire. Il est redescendu avec une noix dans la main, l'a ouverte d'un coup de machette, puis m'a tendu le fruit encore frais sans me quitter des yeux. Je l'ai porté à mes lèvres.
Le goût était pur, inattendu, presque intime, et j'ai ressenti à nouveau cette chose étrange, comme si chaque gorgée de ce liquide léger dissolvait quelque chose en moi, une carapace, un oubli, une peur. Quand je lui ai rendu la noix vide, nos doigts se sont effleurés, juste un instant. Je suis rentrée plus vite que je ne le voulais, comme si j'avais franchi une ligne sans m'en rendre compte. Les jours suivants, il m'a raconté par bribes des choses sur lui. Pas beaucoup, juste assez pour que son visage prenne un relief. Il parlait lentement, avec pudeur. Il avait grandi avec sa grand-mère dans un village où les saisons dictaient les gestes et les silences. Il disait qu'il aimait les arbres parce qu'il ne trichait pas. Un après-midi, il m'a montré comment greffer un plan d'avocat. Je me suis accroupie à côté de lui, les genoux dans la terre, les mains sales, nos épaules se frôlaient. Il m'expliquait en murmurant presque, et j'étais suspendue à ses mots comme à une chanson que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais été aussi attentive à quelque chose ou à quelqu'un, et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas lui le danger, c'était ce que je ressentais quand il était là. Mon mari ne remarquait rien. Il partait tôt, rentrait tard, la fatigue sur le front, l'agenda dans la main. Il me parlait de ses contrats, de ses collègues, de ses ambitions. Il m'embrassait distraitement, et je le regardais comme on regarde une photo d'avant, avec tendresse, mais sans désir. Je n'ai pas trompé mon mari, pas encore, mais j'ai commencé à rêver la nuit, et dans mes rêves, Cabna me tendait autre chose qu'une mangue. Un jour, je lui ai demandé s'il était marié. Il a souri doucement. Non, madame. Il m'a regardé avec cette douceur grave qui fait vaciller les murs, et il a ajouté sans détour, mais j'ai aimé une fois, une femme plus âgée que moi. Elle était mariée. Le silence entre nous est devenu épais, dense. J'ai tourné les talons, le cœur battant trop vite. Cette nuit-là, j'ai pleuré, pas pour lui, pour moi, parce que je ne savais plus qui j'étais, parce que j'avais peur de ce que j'étais en train de devenir. Le lendemain, il n'était pas là, ni le surlendemain. On m'a dit qu'il avait été affecté temporairement à une autre maison dans un quartier voisin, pour remplacer un collègue malade, 2 semaines peut-être, plus. Je ne m'attendais pas à ce que son absence me manque physiquement. Je me suis surprise à marcher seule dans le jardin, à chercher son odeur, à écouter les feuilles dans le vent comme si elles pouvaient me parler de lui. Et c'est ce jour-là que je suis retournée au manguier. Je me suis assise sous son ombre et j'ai pleuré à nouveau, silencieusement. Il m'avait offert une mangue et avec elle, un vertige, un miroir, une faille. Ma vie n'avait plus le même goût, elle avait pris la couleur du fruit, vive, sucrée, imprévisible. Il est revenu un mardi. Je ne m'y attendais pas. J'étais dans la véranda, un roman à la main, mais je ne lisais pas. Je regardais les qu'il avait taillés de ses mains 2 semaines plus tôt. Elles commençaient déjà à s'épanouir de travers. Je m'en étais presque sentie trahie. Elle avait besoin de lui, comme le reste du jardin, comme moi. Et puis je l'ai vu. Quoi? Ses épaules, son pas calme, son chapeau de toile sur la tête. Il tirait une brouette, l'air de rien, comme s'il n'était jamais parti, et pourtant, tout en moi s'est mis à hurler, il est là. Je suis restée figée. Le livre a glissé de mes genoux. Il a levé les yeux, m'a vu, m'a souri, mais ce sourire n'était pas le même. Il y avait dedans une retenue, une prudence nouvelle, comme si lui aussi savait qu'on s'était approché de quelque chose la dernière fois, quelque chose qu'on ne pourrait plus ignorer. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 jours. Je sortais quand il n'était pas là, je restais enfermée avec mes pensées, mes doutes et cette sensation de manque qui n'avait rien à voir avec l'amour. Ce n'était pas de l'amour, c'était plus trouble, plus ancien, c'était ce frisson de la jeunesse, ce goût de liberté que j'avais oublié. Je n'ai jamais été une femme volage, je n'ai jamais été aventureuse, mais j'ai été vivante avant, et lui, il réveillait ça. Le 4e jour, je l'ai trouvé dans la serre. Il transplantait des orchidées. Il ne m'a pas entendu entrer. Je me suis approchée, j'ai dit doucement, « Bonjour ». Il a sursauté, puis s'est tourné vers moi, et là, pour la première fois, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, pas du désir, pas encore, quelque chose de plus dangereux, de la tendresse. « Bonjour madame. » Silence. « Vous êtes revenue. »« Oui. » Silence. « Vous m'avez manqué. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est sorti tout seul,
comme un secret trop longtemps gardé. Il a fermé les yeux un instant, puis il a dit, vous aussi. Juste ça, et le monde a changé de couleur. Ce qui a suivi n'a rien eu de théâtral, pas de baiser volé, pas de drap froissé dans l'ombre d'une chambre, rien qu'une proximité de plus en plus dense, une façon de s'arrêter l'un près de l'autre plus longtemps qu'il ne faudrait, des regards qui parlaient, des silences qui devenaient bruyants. Je n'étais pas naïve, je savais où cela menait, mais je n'avais pas prévu la douceur. Je croyais que ce genre d'histoire était pleine de feu, de clandestinité, de corps affamés, mais ce n'était pas ça, c'étaient deux âmes qui se reconnaissaient malgré les années, malgré les rôles, malgré les murs. Un après-midi, je lui ai donné un verre d'eau. Nos mains se sont touchées, comme souvent, mais cette fois, il a gardé mes doigts dans les siens. Il les a regardés longtemps, puis il a murmuré, « Vous avez des mains tristes. » Et j'ai éclaté en sanglots. Lui debout, silencieux, moi en larmes, et ce contact minuscule entre nos doigts qui valait plus que 1000 étreintes. J'ai commencé à rêver d'un ailleurs, un lieu sans mari, sans devoir, sans passé, un lieu où Kabna et moi aurions le droit d'exister. Mais chaque fois que cette idée montait en moi, quelque chose me ramenait à la réalité, mon mari, notre maison, notre nom. Je n'étais pas prête à tout casser, mais j'étais prête à choisir, et c'est ce que j'ai fait. Un matin d'orage, je l'ai rejoint dans le cabanon trempé de pluie. Je ne sais pas ce que je faisais là. J'étais sortie sans parapluie, pieds nus dans la boue, poussée par une force plus forte que la raison. Je l'ai trouvé sous le toit de tôle, penché sur un sac de semences. Il a levé les yeux, surpris, inquiet, puis il m'a vue entièrement, ma robe mouillée, ma bouche tremblante, mes yeux pleins de décision, et là, sans un mot, il a ouvert les bras. Je suis allée m'y blottir comme si j'y étais attendue depuis toujours. Nous ne nous sommes pas parlé pendant un long moment. Il pleuvait si fort qu'on ne s'entendait qu'à peine, mais tout était dit dans son étreinte, dans ma respiration contre sa poitrine. Ce n'était pas un acte de trahison, c'était un acte de retour à soi. Je ne l'ai pas embrassé, il ne m'a pas caressé. Nous avons juste été là, l'un contre l'autre, dans ce cabanon tremblant, pendant que le monde dehors se lavait de ses faux semblants. Après cela, je n'ai plus fui, je ne l'ai pas caché, mais je ne l'ai pas crié non plus. J'ai regardé mon mari droit dans les yeux et j'ai su qu'il sentait quelque chose, un écart, un déplacement, un vide, mais il n'a rien dit, parce que parfois, dans les vieux mariages, on préfère ignorer les fissures que de regarder dedans. Je n'ai pas quitté mon mari, pas encore, je ne sais pas si je le ferai, mais je sais une chose, je ne suis plus la même. Je suis une femme qui a mangé une mangue un jour, et cette mangue a réveillé tout ce que la routine avait endormi. Je suis une femme qui, un jour de pluie, a choisi d'être vivante, ne serait-ce qu'un instant, et parfois, cela suffit point et elle ne s'est rien passé de scandaleux entre nous, pas encore, et pourtant, tout en moi s'était déjà déplacé. C'est étrange de vivre dans sa propre maison comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, de sourire à son mari le matin, de lui servir son café, de l'écouter parler de la météo ou des travaux publics, alors qu'au fond de soi une autre vie palpite, une vie qu'il ne voit pas, une vie que je n'avais pas prévue. Une vie que je n'avais même pas demandée, et pourtant, elle s'est imposée comme une évidence. Chaque fois que je croisais Kabna dans le jardin, mon corps réagissait avant ma pensée. Mon cœur battait trop vite, mes mains devenaient moites, mes jambes prenaient racine. Je faisais semblant d'être indifférente, il faisait semblant de me parler de plantes, mais il y avait des phrases qu'on ne disait plus qu'avec les yeux. Un jour, il m'a tendu une fleur, pas une rose, non, une petite chose jaune qu'il avait trouvée sous le manguier. Pour la beauté que vous oubliez d'être. Je n'ai pas su quoi répondre. Il l'a glissé dans mes cheveux et il est parti. Je suis restée là, seule, figée, la fleur dans les cheveux comme une flamme, comme une faute. Les choses ont commencé à changer le jour où mon mari m'a posé une question simple. Tu es heureuse? Il avait dit ça en refermant son journal, comme s'il avait demandé si j'avais vu ses clés, mais je l'ai senti. Il savait, ou peut-être qu'il ne savait rien de précis, mais il sentait qu'il n'était plus au centre de quelque chose. Et il posait cette question, comment on jette une corde à quelqu'un qui s'éloigne? Je n'ai pas su répondre. J'ai souri et j'ai menti bien sûr. Et il a hoché la tête comme s'il n'y croyait pas, mais comme s'il préférait y croire. Ce soir-là, j'ai pleuré longtemps dans la salle de bain. Je n'étais pas malheureuse avec lui, c'était ça le pire. Il ne m'avait jamais trahi, jamais blessé. Il était bon, fiable,
constant, mais je m'étais oublié à ses côtés, lentement, subtilement, jour après jour, et Kabna avait simplement rallumé la lumière dans une pièce que j'avais fermée à clé il y a longtemps. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis sortie sur la terrasse vers 3 heures du matin. Le jardin était silencieux, noyé de lune, et là, j'ai vu une silhouette. Il était là, Kabna, sous le manguier. Il ne dormait pas ici pourtant, il avait un logement en ville, mais il était là, comme s'il avait su, comme s'il avait senti que j'avais besoin de lui. Je suis descendue pieds nus dans l'herbe en silence. Il ne s'est pas retourné, il savait que c'était moi. Je me suis approchée très près, et là, sans un mot, j'ai posé ma tête contre son dos. Il n'a pas bougé, mais il a posé sa main sur la mienne, et ce geste si simple, si lent, si vrai m'a brisé. Je ne peux pas, j'ai murmuré. Il n'a rien dit, parce qu'il savait que je ne pouvais pas, mais que j'en avais envie. Les jours suivants furent étranges, comme suspendus, comme s'il ne fallait pas trop respirer de peur que tout éclate. Je riais un peu trop fort au téléphone, je me maquillais un peu trop pour aller au marché, je parlais à mon mari comme une actrice sur une scène, et chaque soir, je regardais le jardin depuis ma fenêtre, comme si j'y laissais une partie de moi. Puis un matin, il n'était plus là. Pas de Kabna, pas de brouette, pas de sécateur, rien. Le chef jardinier m'a dit qu'il avait démissionné, sans un mot, sans préavis. Je suis restée figée. J'ai entendu quelqu'un dire « Madame, ça va », mais ma bouche ne savait plus mentir. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé les rideaux et j'ai crié dans l'oreiller. Pas de colère, pas de douleur physique, mais une immense perte, comme si quelqu'un m'avait arraché à moi-même, à ce souffle nouveau que je venais à peine de retrouver. Pendant 3 jours, je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce qu'on attendait, les repas, les sourires, les dîners avec les amis, mais en moi, un vide, un trou, comme une absence qui avait laissé sa forme dans l'air. Puis un soir, dans ma boîte aux lettres, une enveloppe, pas timbrée, juste glissée là, mon prénom écrit à la main. À l'intérieur, une simple feuille déchirée d'un carnet, une écriture lente, posée. Je n'étais pas en droit de rester, mais vous m'avez donné quelque chose que je n'oublierai pas. Un matin, vous étiez assise sous le manguier et j'ai su que je ne serais plus jamais le même. Merci. Ne me cherchez pas. Je suis là, dans ce que vous êtes devenu. K. J'ai lu 3 fois, puis j'ai pleuré encore, mais pas comme avant, pas de tristesse, pas de regret, des larmes de reconnaissance, parce qu'il m'avait rappelé à moi, parce qu'il était venu dans ma vie comme un orage et qu'il était reparti sans rien voler, sauf peut-être le silence. Je ne l'ai plus jamais revu, mais je n'ai plus jamais été la même. Je regarde les mangues maintenant comme on regarde des talismans, je me coiffe différemment, je parle plus lentement, je ris plus souvent. Mon mari me regarde parfois comme s'il me découvrait, et peut-être que c'est vrai, parce que je suis là de nouveau, entière, vivante. Et tout a commencé par une mangue. Le temps a passé, les saisons ont dansé autour du manguier, d'autres fruits sont tombés, d'autres mains les ont ramassés, mais jamais plus je n'ai croqué une mangue sans penser à lui. Quoi? Je ne sais pas ce qu'il est devenu, s'il est retourné dans son village, s'il a trouvé une femme, des enfants, une autre vie. Peut-être qu'il ne pense plus à moi, ou peut-être que si, parfois, quand il sent l'odeur sucrée d'un fruit mûr. Moi, je suis restée dans cette maison, dans cette vie, mais je ne suis plus la même femme. Je ne vis plus dans l'ombre de mes habitudes, je ne me laisse plus effacer par les jours qui se ressemblent. Je suis revenue à moi, lentement, doucement, par petites touches. Je me suis remise à lire, à écrire, à marcher seule sans but. Je regarde mon mari avec tendresse, même si je sais que quelque chose s'est fissuré en silence entre nous, mais je ne regrette rien, parce que ce que j'ai vécu n'était pas une trahison, c'était un réveil. Je n'ai jamais dit la vérité à personne, pas besoin. Elle est dans mon regard, dans ma façon d'être présente, dans cette lumière au fond de moi que lui, un simple jardinier, avait rallumée. Et c'est peut-être ça la plus belle chose, il n'a pas volé ma vie, il m'a rendue à moi-même. Parfois, il suffit d'un geste simple, une mangue offerte, un regard sincère, une fleur glissée dans les cheveux, pour nous réveiller d'une existence endormie. Ce n'est pas toujours l'amour qu'on cherche qui nous sauve, mais celui qui nous révèle. Et dans ce monde où tout doit être utile, rentable, raisonnable, il est précieux de se souvenir que l'inattendu, l'inconvenant, le fragile, peut être le plus grand des cadeaux,
même s'il ne dure qu'un instant, même s'il laisse une trace silencieuse. Parce que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, elles sont faites pour nous transformer. Yeah.